Bonjour à tous! Donc, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode avec Dr. Sophie Deshaines, obstétricienne et gynécologue de profession, et elle est également chef de département de cette spécialité. Donc, des histoires de détermination et d'excellence, passons le micro aux femmes chirurgiennes. Donc, bonjour, Dr. Deshaines. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. On commencerait juste par vous laisser nous parler un peu de vous, de votre spécialité, de qu'est-ce que vous faites à tous les jours. Bien, merci de m'avoir invité, les filles. Ça me fait vraiment plaisir de participer à cette activité-là. Donc, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Donc, en fait, moi, je suis gynécologue obstétricienne. Je suis en pratique depuis maintenant 20 ans, en fait, depuis janvier 2004. Donc, j'ai fait une formation supplémentaire qu'on appelle communément un fellowship en santé de la femme péri-post-ménopause. Puis après ça, j'ai commencé à pratiquer à l'Université de Sherbrooke, là, au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Et là, actuellement, j'ai une pratique active d'obstétrique, de gynéco, avec ma surspécialité en ménopause. Et je fais beaucoup de gestion. Je suis chef du département hospitalier du CIUS de l'Estrie-Chus depuis maintenant 6 ans et directrice du département universitaire depuis aussi le même temps. Puis, en fait, est-ce que vous avez fait votre médecine à Sherbrooke ici? Oui, j'ai fait ma médecine à Sherbrooke. En fait, j'ai fait ma médecine à Sherbrooke, ma résidence en obstétrique gynéco à Sherbrooke. Après, je suis allée faire mon fellowship, ma formation complémentaire à Boston, au Massachusetts General Hospital, qui est affilié avec Harvard. J'ai fait 1 an et demi de fellowship là-bas et je suis revenue pratiquer à Sherbrooke. Wow, donc un gros coup de cœur pour Sherbrooke. Oui, c'est ça. En fait, oui. Pourquoi Sherbrooke? Bon, moi, je viens de la région. Okay. 2, le programme à Sherbrooke m'intéressait beaucoup. C'est sûr que, comme pas mal tous les applicants en médecine, j'ai appliqué à tous les programmes du Québec. Et donc, Sherbrooke, 1, m'a choisi. Puis 2, je l'ai choisi. J'ai eu deux options et j'ai décidé de rester à Sherbrooke pour le programme et pour rester aussi près de ma famille. Et après ça, la résidence, là, ça a été un choix plus difficile. Mais le programme de Sherbrooke, encore une fois, m'a attirée. Et après ça, dans le fond, je suis vraiment contente d'être allée à l'extérieur faire mon fellow pour... Puis c'était pas... Moi, mon parcours c'était pas clair que j'allais être gynécologue obstétricienne. Là. C'est vraiment... Au fur et à mesure des choix de l'externat, ça a été une grosse surprise là, que je sois une spécialiste. Okay. Je suis rentrée en médecine avec l'idée d'être un médecin de famille en région. OK. Alors là, je suis une surspécialiste en milieu universitaire. Donc, c'est ça. On n'est pas à la même place On du tout. n'est pas à la même place du tout. Là. Puis justement, qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée en cours de parcours? Est-ce que c'était les stages? Est-ce que c'est... En fait... je pense que j'aurais été heureuse dans plein de spécialités qui ont les caractéristiques similaires à l'obstétrique gynéco, clairement. Mais qu'est-ce qui m'a fait choisir pendant l'externat, parce que c'est pendant l'externat principalement, c'est vraiment l'aspect technique. Okay. Et ça a été une grosse surprise. Parce que chez moi, on m'appelait Sophie Lagaffe. Là. Donc, clairement, en partant, moi, j'avais un préjugé envers moi-même qui disait « je ne serais jamais capable d'être chirurgienne ». Je ne suis pas très... j'ai ma dextérité, tout ça. À la maison, on dit que je suis Sophie Lagaffe, je suis un peu lunatique. Donc, j'avais déjà un préjugé défavorable envers moi-même pour dire « je ne pense pas que la chirurgie, c'est faite pour toi ». Puis là, à l'externat, je suis bien en salle d'op, j'aime ça, travailler avec mes mains. Quand j'ai fait mon stage de médecine de famille, c'est l'urgence que j'aime, c'est aller faire des points. Je découvre l'obstétrique. Je fais « oh, OK, là, je pense que je viens de trouver un coup de cœur ». Et j'ai fini mon externat en appliquant en obstétrique gynéco et en chirurgie générale. OK.
Wow, c'est intéressant. Mm. Puis est-ce qu'il y a des moments dans votre parcours que vous avez eu l'impression que c'était plus difficile de rentrer en chirurgie en tant que femme ou ça faisait pas partie de vos idées? Là? En fait, tu sais, là, actuellement, on est plus de femmes que d'hommes dans mon département. Mm-hmm. Et ça a changé quand même beaucoup. Parce que quand je suis arrivée en pratique, il y avait seulement 2 femmes dans le département. Mon département était plus petit aussi. Et en résidence, il y avait quand même beaucoup de femmes. Par contre, on se faisait dire, comme jeune patronne puis comme résidente, est-ce que c'est vraiment toi qui vas m'opérer? Ah ouais. Est-ce que, tu sais, avec qui tu travailles? Puis là, il y avait un préjugé très favorable envers un homme chirurgien. OK? Là, on remonte d'il y a 20-25 ans. Là. OK? Donc, vraiment, ça, je l'ai senti énormément en début, tu sais, en résidence et en début de carrière, et de moins en moins. Et en fait, là, il y a beaucoup plus de femmes, mais là, je dirais qu'il y a un préjugé favorable envers les femmes obstétriciennes, gynécologues, pour les patientes là, quand elles viennent nous voir. Donc, oui, je l'ai senti. Je le sens beaucoup moins maintenant. Oui, on le sentait aussi dans la salle d'op, surtout il y a 20 ans, puis qu'il fallait faire un peu plus notre place. Beaucoup moins maintenant. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est une réalité qui est, comme en même temps, la mentalité de 20 ans, c'est encore présent dans d'autres spécialités, puis que la gynéco, ça a comme évolué plus rapidement, puisque c'est un domaine un peu plus de femmes? Mais je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Je pense que la place des femmes a été plus facile à faire dans ma spécialité qu'elle l'est dans d'autres. OK? Je pense qu'il reste encore des spécialités un peu plus macho, entre guillemets, un peu plus, tu sais, de joke, qui plaisent moins aux filles, aux femmes, qui rendent un peu inconfortables. Il en reste encore. Il y en a moins, là, mais il en reste encore. Moi, je me souviens d'affaires qui feraient friser les oreilles, qui nous faisaient friser les oreilles, mais qu'on endurait. Heureusement qu'on ne tolérerait plus maintenant comme... mais ça, c'est partout, je pense. La société a évolué. Il faut juste continuer à nous amener là. Puis, mais je pense que la place est probablement encore plus à faire dans d'autres spécialités que la mienne. Puis est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous avez choisi un gros centre, là, plus un centre universitaire versus la région? Parce que, tu sais, au début, là, vous enlignez plus vers la région. Fait que ça, comment vous avez départagé ça? En fait, moi, ça a été un choix quand même pas facile en 4e année de résidence de dire est-ce que je reviens à Sherbrooke ou je vais en région? Parce que moi, je voulais pas faire une surspécialité qui m'enlevait des champs d'expertise de ma pratique. Je voulais vraiment rester une obstétricienne gynécologue générale qui fait de l'obstétrique, qui fait de la gynéco, qui fait de la colposcopie, qui fait de l'hystéroscopie, qui fait de tout, là, tu sais. Parce que c'est ce qui est vraiment le fun de notre spécialité. On fait jamais la même chose à chaque jour. C'est assez perturbant quand on arrive comme externe dans ce stage-là, mais c'est vraiment ce qui fait une partie de la beauté de ma spécialité. Mais j'ai choisi, en fait, de rester en milieu universitaire parce que, j'ai réussi à trouver un fellowship qui me gardait dans une pratique générale et que j'aimais beaucoup, qui est très endocrino. J'aime beaucoup l'endocrino de la reproduction et je voulais faire de l'enseignement. Je voulais faire de l'enseignement. J'étais impliquée dans le comité de programme depuis ma 2e année de résidence. J'étais impliquée dans organiser des activités avec des collègues résidents. Donc, j'aimais cet aspect-là. Et on m'a aussi recrutée en me disant, on te voit un jour comme directrice du programme de résidence. Oh ouais, okay. Alors, là, ça, j'ai fait, j'embarque. Donc, c'est pourquoi je suis restée à Sherbrooke, dans un milieu universitaire. OK, donc, dans le fond, la faculté avait déjà un peu vu votre fibre gestionnaire à travers votre résidence, puis là, il est intéressé à vous revoir comme gestionnaire, c'est ça? Bien, je pense que oui, parce que déjà, comme résidente, j'avais pris la place dans des comités. Comme résidente chef aussi, on a on a une place en gestion, vraiment, pour gérer des horaires, gérer une équipe de résidents,
gérer des conflits, des éléments plus difficiles, amener des changements des fois même initier des changements même auprès des patrons pour certains éléments. Fait qu'il y a des choses, des dossiers que j'avais menés qui avaient fait en sorte que j'avais aimé ça, faire ça. Et on l'a vu et on m'a dit, ben garde, on va te recruter, puis on aimerait qu'un jour tu sois directrice du programme de résidence. Le jour est arrivé vite, je dirais, parce que quand je suis revenue, le directeur du programme de résidence est devenu vice-doyen aux études médicales postdoctorales et je suis arrivée en janvier 2004 comme directrice du programme de résidence. OK, donc vous avez commencé votre pratique. Oui. Wow, OK. En arrivant, j'ai déjà eu un poste de gestion. Donc, j'ai commencé directrice du programme de résidence et j'ai fait ça pendant 6 ans. Ça fait beaucoup de nouvelles responsabilités tout d'un coup. Comment vous avez géré ça au début? Écoute, c'est un peu flou maintenant, mais je suis arrivée hyper motivée. Donc, pendant mon fellowship, j'ai fait des choses vraiment le fun, puis j'ai aussi fait du remplacement. Parce que moi, je travaillais pas, je faisais pas d'obstétrique dans mon fellowship, parce que le système américain est un peu plus complexe, c'était compliqué, tout ça. Fait que, puis j'ai fait, bon, c'est pas grave si je fais pas d'obstétrique, si je fais ma formation complémentaire pour avoir ma spécialité, mon expertise, c'est parfait. Mais toutes mes vacances, je les ai passées à faire du remplacement. Donc, toutes mes premières fois, là, ce qui est stressant de jeune patron, je les ai faites. J'ai fait ma première césarienne difficile, le forceps, l'hystérique. J'ai fait toutes les affaires. Mes premières ont été faites. Fait que quand je suis arrivée en pratique, j'avais quand même une certaine confiance clinique. Et là, j'ai pu me consacrer à tout ça et vraiment développer ma confiance un peu plus de gestionnaire là, avec les premières années. Donc, Puis comment vous avez géré au début de votre pratique l'équilibre entre la clinique puis la gestion, puis comment vous étiez capable de mettre votre temps là, dans votre horaire? En fait, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup à la base, mais j'ai travaillé beaucoup. Je n'avais pas de famille encore. J'avais un conjoint qui travaillait aussi beaucoup, ce qui aidait. Donc, mais je m'en suis rendu compte que j'avais trop travaillé au début parce que après 6 mois, j'ai fait, mais voyons, comment ça, j'aime moins mon travail. Puis là, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris de vacances. Alors là, c'est une des premières leçons que j'ai eues, c'est quand tu commences à aimer moins ton travail, c'est parce que tu n'as pas pris... tu travailles trop. Donc là, il y a le temps que tu prennes des vacances. Et là, je suis devenue plus sage avec le temps et je me suis mis des vacances stratégiquement placées après 3 mois. Souvent, je me mets une semaine de vacances ou puis l'été, un petit peu plus de vacances. Donc, j'ai appris à connaître un petit peu plus, à me connaître plus et à voir les indices de « OK, là, tu as travaillé trop ou tu travailles trop, fais attention, on ralentit un petit peu. » Donc, c'était pas facile de concilier les deux, mais ça s'est quand même fait assez bien en partant. Donc, s'autoriser des moments, des demi-journées, c'était être bien entouré aussi, là, avec des adjointes administratives, des collègues, puis éventuellement déléguer un peu, ce qui est dur quand on commence un poste, mais éventuellement déléguer un peu. Puis rapidement, il y a eu une visite d'agrément, fait que j'ai compris tout le programme en entier. Après 3 mois dans le poste, il y a eu une visite d'agrément. Donc, ça, c'était stressant, mais ça m'a permis de maîtriser le programme, les forces, les faiblesses, et ça m'a aidé pour les années suivantes. OK. Puis, en fait, après, là, vous avez fait ce poste-là pendant 6 ans. Puis, après ce poste-là, c'est quel poste de gestion là, que vous avez occupé ou que... Bien, en fait, j'ai fait ce poste-là pendant 6 ans. Après ça, j'ai été la responsable de l'enseignement au préclinique qui s'appelait l'unité de reproduction dans le temps. Et j'ai aussi été sur le comité, membre du comité exécutif de la Société des médecins de l'Université de Sherbrooke. Ça, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai été la vice-présidente et la présidente. OK. J'étais la première femme présidente de la Société des médecins de l'Université de Sherbrooke. Wow. Un poste que j'ai fait pendant 4 ans. J'ai adoré ça. À Sherbrooke, on est une université, une faculté de médecine particulière avec notre plan de pratique. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de professeurs plein temps à cause de la Société des médecins de l'Université de Sherbrooke.
qui fait qu'on peut se permettre d'avoir beaucoup de professeurs, mais de se partager la tâche entre les professeurs. Donc, c'est vraiment une particularité à Sherbrooke et c'est un outil extrêmement précieux pour se permettre d'avoir un programme d'enseignement qui nécessite quand même beaucoup de professeurs, mais qui est vraiment riche pour les étudiants. Donc ça, j'ai fait ça aussi là, pendant plusieurs années, membre du comité exécutif, puis vice-présidente 4 ans et présidente 4 ans. Et à travers ça, bon, j'ai fait le responsable de l'enseignement préclinique. J'ai été aussi responsable de l'externat, des Écosses à l'externat. Et après ça, j'ai été responsable du comité d'accompagnement au changement du nouveau curriculum. OK. Ah, oui. Wow. Donc, l'implantation du curriculum, donc vraiment accompagner les profs. Je dis que j'étais un peu la cheerleader du nouveau programme. Et après ça, j'étais chef du service d'obstétrique gynéco général parce que notre département a grossi beaucoup. La mission tertiaire a été de mieux en mieux assumée. Et là, on a eu la création des services. Et depuis 6 ans, je suis chef et directrice du département. Oh. Donc, c'est beaucoup d'historique en gestion. Ouais. Vous avez quand même un CV assez impressionnant à ce niveau-là. Tantôt, on a un peu parlé de la place de la femme en chirurgie. Est-ce que au niveau de la gestion, c'est semblable? Comment vous voyez ça, la place de la femme là, en gestion, plus précisément? Il y a encore du travail à faire. Oui. Ouais, il y a encore du travail à faire. Je vous ai dit, j'étais la première présidente de la Société des médecins. On était 2 femmes sur le comité exécutif sur un total de 8 membres. Et là, depuis moi, il n'y a pas eu d'autres femmes présidentes. Okay. Donc, après ça, je suis la première chef de département femme du département d'obstétrique gynéco. Wow. Il va en avoir d'autres après, là. Ça, c'est clair, là. C'est pas, mais quand on regarde les postes de gestion, il y a encore beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et il y a, je pense qu'il y a un frein, oui, de la structure. Les comités sont souvent le soir, les fins de journée. Bon, parfois le matin, mais beaucoup plus souvent en fin de journée. Il y a aussi un frein de... les femmes... J'ai l'impression, puis là, je ne veux pas caricaturer, mais après plusieurs années, je le sens encore comme ça, puis je le sens encore moi-même. On a quand même un sentiment d'imposteur qui est plus fort. J'ai vraiment cette impression-là. Et on a probablement besoin de se sentir mieux outillé pour prendre certains postes de gestion comparativement aux hommes. Et là, je le dis, tu sais, en mettant des gants blancs, mais j'ai vraiment cette impression-là parce que moi, je dois le travailler, ça, encore, mon sentiment d'imposteur. OK? Il est pas mal plus faible qu'il a déjà été, mais j'ai l'impression qu'il est présent beaucoup chez les femmes pour ces postes de gestion-là, en disant « Ouais, mais j'ai pas d'expérience. Ouais, mais j'ai pas de formation. Ouais, mais... » Puis, tu sais, tu te rends compte que non, vous en avez de l'expérience, on peut aller chercher des formations, on a, tu sais, il y a de plus en plus de formations aussi données par des associations médicales, données, tu sais, en collaboration, une en particulier en collaboration avec le PAMQ, qui est vraiment très bien, pour les chefs de département, directeurs, chefs de service, là, qui roulent depuis 2 ans. Mais là, on en doute de plus en plus et je pense que ça va aider. Mais moi, je le vois, ça, et je vois parfois être obligée de dire, ben oui, tu es capable, là. Tu es capable, tu l'as fait déjà, la job, il faut que tu aies le titre ou tu as les capacités. Donc, je pense qu'il y a ça qui est un frein encore, là, à ce que les femmes s'impliquent un peu plus en gestion. Mais je pense que c'est sain quand il y a une implication hommes et femmes, une diversité, là. Une diversité de parcours, une diversité
de génération. Je pense que c'est vraiment très sain quand il y a ça. Oui. Ouais, est-ce qu'il y a souvent des divergences un peu dans les visions d'une femme versus un homme dans des comités ou ça n'a pas vraiment d'importance? Je pense pas qu'il y a énormément de différences. Je pense qu'il y a peut-être une certaine candeur ou une certaine... tu sais, moi, je me souviens dans des comités de ne pas comprendre ce qui se dit, puis de dire, de quoi qu'on parle, puis là, de lever ma main, puis de dire, mais OK, ça, je comprends pas cet élément-là. Et là, de regarder autour et de me rendre compte que, bon, OK, tous les autres membres n'ont pas compris aussi. Et là, ben voilà, là, tout le monde est moins niaiseux après ma question, mais il n'y a personne qui ose le dire. Ouais. Fait que des fois, moi, je me dis, OK, il y a probablement un peu de frime, là, hein, tu sais, il y a, en tout cas, tu sais, moi, j'ai l'impression quand on a, il y a peut-être un peu plus de candeur, un peu plus de, c'est pas grave si on le sait pas, tu sais, bon, c'est peut-être juste mon expérience dans certains comités qui a donné ça, mais c'est ça. J'ai cette impression-là. Et j'ai l'impression qu'on arrive vraiment bien préparé. Il y a des dossiers que j'ai menés que j'ai l'impression que c'est sérieusement moi la mieux préparée de la gang pour mener ce dossier-là. Fait que faut pas quand même mettre les stéréotypes, mais je pense qu'on amène une vision ou une rigueur aussi dans les comités qui est vraiment intéressante et qui reste quand même un élément un petit peu de... Puis ça, c'est vraiment... Les gens s'en rendent pas compte, là, mais il reste un élément de Boys Club. 2024 encore. Ah ouais, il reste beaucoup de travail à faire. Il reste encore du travail à faire. Ouais, puis justement, il y avait comme une statistique qui venait de sortir, là, que justement, c'était comme 20% des chefs de département au Québec que c'était des femmes. Tu sais, moi, personnellement, ça m'a quand même choquée. Ben, je m'attendais pas à ça dans ma tête. J'étais comme, justement, en 2024, comme, il doit y avoir plus de femmes, mais que finalement, c'est pas tant le cas. Puis je sais pas si, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a comme un élan de changement qui s'en va peut-être vers une augmentation là, de ce 20%-là ou ça va être plus long qu'on le pense? Bien, j'espère que ça sera pas, que ça va changer, puis que dans 1 an ou dans 2 ans, on va me dire c'est 30 puis éventuellement, c'est 50 puis éventuellement, dépendamment du nombre de femmes et d'hommes en pratique, j'espère que ça va suivre aussi le pourcentage, là, mais il y a encore ces freins-là dans une pratique, puis il y a aussi des fois des éléments de ressources. Tu sais, la gestion d'une équipe de ressources humaines, c'est pas évident. Le travail de chef de département, on n'est pas vraiment les patrons de nos collègues. On est collègues. Fait que cet élément-là est pas facile. Puis, c'est pas le fun, la chicane, entre gros guillemets, là. Fait que quand, dans un département, c'est pas facile au niveau des interactions personnelles, ça peut vraiment être aussi un peu décourageant pour tout le monde, mais peut-être particulièrement un petit peu plus pour les femmes. Là. Puis je sais que personnellement, c'est un peu flou là, le rôle d'un chef de département dans un département. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un petit peu là, c'est quoi les grands rôles? Là? En fait, chef de département, c'est vraiment qui est responsable de s'assurer que les soins sont offerts à la population, donc aussi au niveau de l'accès puis de la qualité des soins. Donc, il y a vraiment un rôle là. Donc, on peut déléguer des parties de rôle, comme c'est pas moi qui fais toutes les listes de garde, les horaires et tout ça, là, on le travaille ensemble. Il y a un élément de leadership au niveau des pratiques, du travail avec les autres départements, services, avec les autres professionnels, surtout au niveau hospitalier. Il y a l'implantation de certaines pratiques ou changements de pratiques qui est là aussi. Donc, on a un peu le rôle de patron, mais sans avoir 100% l'autorité,
Parce que, tu sais, moi, je pourrais pas dire, OK, cette personne-là, je la licencie. Tu sais, elle travaille pas pour moi. Tu sais. Fait qu'on n'a pas... fait qu'on a un peu ce chapeau-là et on travaille comme collègues aussi. Donc, il y a dans la loi, la L4S, mais le rôle du chef de département va rester vraiment similaire avec Santé Québec. Là. En fait, on est tous renommés actuellement comme chef de département pour Santé Québec. Il n'y a pas de... Tout ce qui s'est passé dans les établissements n'a pas changé là, au niveau des chefs de département. Mais on a vraiment la loi qui encadre notre rôle, qui est quand même assez large là, comme rôle au niveau de l'accès, de la qualité des soins. Mais on a, je dirais, relativement peu de leviers pour les faire si jamais il y a des enjeux. Heureusement, il n'y en a pas si souvent. Il y a d'autres leviers qu'on peut utiliser aussi. Là, mais... OK. Puis par rapport à Santé Québec, justement, est-ce que vous avez un rôle plus à ce niveau-là, au niveau gouvernemental? Est-ce que vous avez votre mot à dire quand ils veulent mettre en place des lois, des choses comme ça, ou pas du tout, comme vous faites imposer des choses, puis... En fait, on est relativement peu... en fait, on est peu consulté comme chef de département par Santé Québec, là, on s'entend. On a... notre canal, c'est le directeur médical, anciennement DSP, et la direction hospitalière. Comme directrice de département universitaire, le canal, c'est au niveau de la direction facultaire et par nos associations médicales, donc l'Association des obstétriciens gynécologues, la FMSQ, donc qui sont nos syndicats, entre guillemets, là, pour nous faire entendre là, comme les autres membres. Fait que non, on n'a pas d'accès privilégié à Santé Québec ou au ministère de la Santé. Là. Puis là, ce poste-là, vous allez l'occuper pendant encore combien de temps, là, environ? En fait, j'ai fait un premier mandat de 4 ans. C'est des mandats de 4 ans. Et j'en ai commencé un autre, ça fait 2 ans et demi. Donc, il me reste 1 an et demi. OK, quand même. Puis, ça va être quoi votre prochain projet de gestion après ça? Est-ce que vous retournez vers le prédoc ou non, pas tant? Écoutez, je pense que là, ça devient de plus en plus public. Il y a une course au décanat en ce moment et je suis en train de préparer ma candidature pour la déposer le 20 janvier prochain pour me proposer comme prochaine personne doyenne de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Wow, vraiment intéressant. Oui, vraiment. Puis est-ce qu'en ce moment, est-ce que vous êtes la seule femme qui vous présente ou on ne sait pas encore? Là, je ne sais pas encore qui se présente. Je sais, j'ai déjà discuté avec 2 autres personnes qui sont des hommes qui se présentent aussi. Donc, pour l'instant, je pense que je suis la seule femme. Par contre, j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Oui, oui, on le souhaite. Est-ce que vous seriez la première à ce poste-là? Oui. Comme femme? OK. Il n'y a jamais eu de doyenne à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Wow. Je sais qu'il y avait une vice-doyenne, mais il n'y avait pas de doyenne. Puis qu'est-ce qui vous attire envers ce poste-là ou ce nouveau défi, là? C'est la gestion universitaire, c'est l'aspect, c'est la globalité de la mission. Moi, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait moins de recherche. J'ai fait un petit peu de recherche. Comme directrice de département, je suis vraiment très préoccupée par augmenter les activités de recherche dans mon département, augmenter les collaborations. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est à un moment donné qu'on ait bientôt, j'espère, un regroupement de recherche en santé et bien-être de la femme universitaire. Puis, je travaille aussi avec la Fondation du CHU pour un fonds en santé des femmes. Okay. Donc, pour vraiment des projets cliniques, des projets de vulgarisation, des projets de recherche. Donc, ce qui m'attire, c'est vraiment l'aspect global de l'enseignement, autant le préclinique, l'externat, la résidence, la recherche, les programmes postgradués, la richesse qu'on a à la faculté de médecine où on peut avoir de l'interdisciplinarité, on a le fondamental, le clinique,
Puis ce qui m'anime beaucoup, c'est de s'assurer que c'est un tout cohérent, qu'il y ait plus de collaboration entre les différents secteurs. Donc, ça, c'est clair que ça me motive. Et, de former les professionnels en santé de demain qu'on a besoin. Donc, la perte travail, la pertinence, un peu plus l'aspect santé globale, le bien-être étudiant, l'inclusion. Donc, il y a plein de choses qui me parlent beaucoup. Puis, j'ai le goût d'en faire partie, de faire partie des 4 à 8 prochaines années pour la direction de la faculté. Puis j'ai surtout le goût de travailler avec les gens, de travailler à nous amener encore un petit peu plus loin, puis encore même un peu plus concret dans notre milieu social ou l'aspect responsabilité sociale qui me parle aussi beaucoup, là, parce qu'on forme des gens qui doivent vraiment rendre service à des populations ici, maintenant ou dans un avenir rapproché. Là. Donc, que ça soit cohérent avec les besoins là, de la population. Wow! Puis, ce poste-là, c'est un gros mandat quand même. Est-ce que si vous l'obtenez, vous devriez comme délaisser certaines autres tâches cliniques ou... En fait, je dis souvent que je ne fais pas cette application-là parce que j'aime pas ma job. Là. Au contraire, ça m'a pris plusieurs mois à me décider à appliquer. OK. Parce que clairement, l'obstétrique gynéco, c'est extrêmement technique et ça prend vraiment l'expertise d'obstétrique. Il faut quand même en faire assez souvent pour la maintenir. Pour devenir à l'aise et après ça, maintenir les habiletés. Puis même chose en chirurgie. Donc, je dirais qu'entre 10 et 20 ans de carrière, c'est là qu'on est le plus à l'aise en clinique. Okay. Ouais. On a encore beaucoup de connaissances, puis on a de l'expérience. Fait que les 5 premières années, c'est quand même pas si... la clinique, elle peut être pas facile. Là. Fait que souvent, les résidentes ont dit, bon, ça se peut que tu trouves ça difficile en début de pratique, c'est normal. Les premières, les choses que tu n'as pas vues souvent, la responsabilité, c'est pas facile. Mais après 10 ans, là, c'est là que c'est le plus confortable, une pratique de 10 à 20 ans. Et après, là, on commence à ressentir un petit peu des effets d'âge, là, mal aux articulations, pas tout le monde, mais quand même, là, quand on rentre dans la cinquantaine, les nuits sont un petit peu plus difficiles, tout ça. Mais en fait, là où je veux venir, c'est que j'aurais pas pu penser à ça avant. Là, je me dis, bon, OK, j'aime beaucoup mon travail. Si je suis pas retenue comme candidate, je vais être déçue, mais j'aime ce que je fais. Donc, je vais continuer ce que je fais. Je vais finir mon mandat, je vais continuer mon travail clinique, enseignement et tout. Mais je suis prête à la hauteur du défi que je veux faire. Je suis prête à délaisser parce que je vais devoir délaisser probablement l'obstétrique dans quelques mois, quelques années, et la chirurgie, clairement, aussi. Donc, ça, clair, ça va être... je suis prête à le faire. Bon, mais ça a quand même... J'aurais pas été prête avant. Et ça a quand même pris un petit moment de réflexion. Oui, c'est quand même une grosse décision. Ouais, pas prise à la légère. Oui. Puis est-ce que ça va vraiment changer votre vie de tous les jours, là, si c'est ça, l'équilibre un peu là, avec la clinique, ça va être un peu perturbé, là, mais pour le mieux. Pas nécessairement pour... Ouais. Parce que comme chef de département, il faut que je mets à peu près une journée et demie à 2 jours. Bon, c'est sûr que parfois, c'est le soir pour la fin de semaine, mais j'essaie de faire attention quand même. Mais j'ai quand même 3 jours et demi en clinique, là. Fait que je fais de tout encore. Tandis que là, si on va dans un poste qui est beaucoup plus prenant, là, à ce moment-là, il faut vraiment délaisser un peu plus de clinique. Ah. Puis si vous aviez une chose à dire aux futurs médecins là, qui sont en train de se faire former pour les inciter ou pour leur donner la fibre de gestionnaire, là, ça serait quoi? Bien, ça serait que
un gestionnaire, en fait, moi, ce qui m'a toujours motivée, là, c'est qu'on peut faire des changements qui ne sont pas juste pour une personne. Qui sont, tu sais, il n'y a rien de plus satisfaisant que de développer une nouvelle trajectoire de soins plus pertinente, plus en cohérence avec les besoins de la population et d'amener une équipe à le faire ensemble. C'est tellement valorisant. Donc, on peut aller travailler à plus grande échelle qu'une seule personne. C'est extrêmement valorisant de notre travail. Okay? Notre travail, mon travail est extrêmement valorisant. Le nombre de merci que j'ai et au quotidien. Là, quand j'amène ça à un autre niveau, qui est vraiment développer des trajectoires, tout ça, ça prend plus de temps d'avoir mon merci ou ma satisfaction, mais elle est encore meilleure au final. Donc, c'est vraiment l'aspect d'avoir un impact un peu plus large qui est le plus motivant. Et, je dirais, regardez les filles, allez-y. Allez-y, laissez-vous porter, parce que laissez-vous porter par un défi. Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière. Là. Je suis partie, comme je vous dis, en étant, j'allais être un médecin de campagne, en région, où là, je suis vraiment, c'est les coups de cœur qui m'ont amené, c'est ça, puis la direction. Et on peut la réajuster aussi à un moment donné, notre direction. Parce qu'après, il y en a, après être chef de département, on peut dire non, ça va, je retourne en clinique ou je retourne à l'enseignement. Puis notre pratique médicale nous permet ça. Nous permet ça. Et je vois dans le nouveau curriculum l'aspect gestion et je fais, mais ils sont chanceux. Oui, là, c'est pas, ça n'a pas l'air pertinent, là, mais ça l'est tellement pour une pratique de clinicien. Puis après ça, encore plus si à un moment donné, on va un peu plus loin, parce qu'il y en a tout plein de nous qui, de vous qui allez être chef de service ou chef de département éventuellement dans votre vie, là, moins qui vont avoir des postes de gestion académique, mais quand même, il y en a tout plein qui vont avoir des comités, des activités de gestion. Donc, cette richesse, cette formation-là, elle est quand même précieuse. Puis après, on peut l'amener un petit peu plus loin. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que les étudiants qui vont écouter ça, ça va être très pertinent. Puis peut-être qu'ils vont voir leur cours MSP Gestion d'une autre façon maintenant. Vraiment. Puis la pertinence de pourquoi qu'on fait ça, là, c'est vraiment super intéressant. Et on vous remercie vraiment beaucoup d'être venu discuter avec nous ce matin. Puis on espère que vous aussi, là, vous avez apprécié autant que nous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est ce qui met fin à cet épisode avec Dr Sophie Design. Donc, on a appris plusieurs aspects là, de cette spécialité-là et on espère que vous avez découvert un potentiel intérêt en gestion. À la prochaine!